on peut plus, enfin, je veux dire, on peut plus être compétitif, d'accord? Mmh. Donc effectivement, il a fait un cadeau au secteur bancaire, mais j'ai même envie de vous dire, Louis-Antoine, ce n'est pas un cadeau, il s'est aligné sur les pratiques mondiales. C'est nous qui ne suivons pas, en fait, le jeu mondial. C'est-à-dire que, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous ne vivons plus en 1925, le monde est globalisé. Vous prenez un avion pour 300 €, vous êtes à l'autre bout du monde. Bah, les capitaux, c'est encore plus rapide avec à l'ère d'internet. Donc il a compris en fait cet enjeu et je pense que nous en Europe, nous devrions aussi potentiellement nous aligner. Sinon, les banques françaises et les banques suisses et les banques européennes en général vont tout simplement être rachetées par des banques américaines car elles seront en faillite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 10 juillet 2025 de votre émission qui s'attache à bien comprendre l'actualité pour la modéliser et ensuite éventuellement en modéliser son impact sur les marchés financiers. Et il est l'heure d'ouvrir notre rubrique économique avec notre invité Sylvain Le Ganadin alias Tiger. Bonjour Sylvain. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous. Sylvain Le Ganadin, fondateur d'Ultra Bourse. Ce matin avec vous, nous allons nous pencher sur le One Big Beautiful Bill, signé récemment par Donald Trump, un texte qui bouleverse le paysage économique, social et énergétique américain, un projet de loi qui suscite inévitablement de vifs débats et de nombreuses interrogations. Pour mieux le comprendre, vous êtes avec nous ce matin. Juste avant de voir si c'est un projet de com, un vrai projet économique, dans quelle mesure il va impacter les économies des alliés des États-Unis, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce projet de loi et quels sont les grands objectifs? Alors, les grands objectifs du Big Beautiful Bill, c'est bien évidemment c'est de financer les grands axes de la politique de Donald Trump. Un des grands axes qu'il a envie de financer avec ce projet de loi, c'est sa lutte contre l'immigration. Donc en fait, vous voyez que dans son Big Beautiful Bill, il y a la déportation de ce qu'il appelle de migrants, il y a ce qu'il appelle un Muslim ban, donc c'était une loi qui interdisait les ressortissants de certains pays musulmans. Il y a la construction d'un mur avec le Mexique, il y a son alligator Alcatraz, je ne sais pas si vous avez vu, c'est en fait une prison entourée d'alligators qu'il ramène de Floride. Enfin, il y a beaucoup de communication, mais voilà, il finance une partie de ce genre de choses. La deuxième partie de son Big Beautiful Bill, ça consiste à baisser les impôts et les taxes sur on va dire la classe moyenne supérieure américaine. Donc vous avez de moins en moins de taxes sur les entreprises, sur les investissements immobiliers, ce genre de choses. Comment est-ce qu'il arrive à financer plus ou moins tout ça? Bon, malheureusement, son plan est un peu déficitaire. Donc Totalement déficitaire. On calcule, c'est près de 4 000 milliards de déficit supplémentaire. 400, 4 000 exactement. C'est ça, sur 10 ans. Donc il est quand même sur un plan qui va générer un déficit. On va dire qu'il limite la caisse sur ce déficit en réduisant le budget de Medicare, donc c'est de l'assurance santé, enfin je sais pas. Oui, c'est ça, c'est à peu près 8 millions d'Américains qui... Medicare, non, même pas 12 millions d'Américains qui les aides de l'État aux étudiants et les aides sociales, d'accord. Donc c'est un plan qui est en fait c'est un plan qui n'est qu'à moitié réussi. Quand on prend 4 000 milliards de dettes, 3 500, 4 000 milliards, c'est pas une réussite. C'est l'intégralité de la dette de la France en une fois. Et c'est la raison de son profond désaccord avec Elon Musk, qui a décidé de monter son parti, Parti for America, je crois, en raison justement du dérapage de Trump, en fait, parce qu'on s'attendait à une rigueur budgétaire, on se retrouve avec quasiment 4 000 milliards de dettes supplémentaires. Mais donc, du coup, à force des choses, on comprend que c'est plus un gros coup de com' électoral plutôt qu'un vrai projet économique sensé. Je pense que ce projet économique est censé, mais est censé pour certaines personnes, parce que pour les entreprises et pour les ménages les plus aisés, en fait. Big Beautiful Bill, vous avez l'industrie de la défense qui bénéficie de grosses commandes, en fait. Cette bill, ce projet de loi va financer massivement l'industrie de l'armement américaine. Donc il y a des lobbies, il y a à mon avis des intérêts économiques qui nous dépassent. Mais effectivement, moi je regarde les comptes et effectivement si on est à moins 4 000 milliards, moins 3 500, moins 4 000 milliards de dollars, c'est pas équilibré, c'est pas bon. Économiquement, ça n'a pas de sens. Financièrement, ça n'a pas de sens. Alors lui, il va argumenter en vous disant j'augmente les droits de douane, je vais financer machin truc. On verra les bilans, on tirera les conclusions à la fin. Exactement, et donc par la force des choses, qui va payer Là, ils ont un intérêt stratégique. Qui va payer? Ça va être, à mon avis, les investisseurs mondiaux, pour une raison qui est très simple, c'est qu'ils cherchent à refinancer la dette des États-Unis. Un des profonds désaccords, un des gros débats qu'il y a actuellement, c'est Donald Trump qui est ouvertement en guerre contre Jérôme Powell, car Jérôme Powell veut garder les taux aux États-Unis assez hauts. Donald Trump est issu du secteur immobilier, c'est quelqu'un qui a emprunté toute sa vie pour financer ses projets, et donc
qui est habitué à la logique de taux d'intérêt. Et Donald Trump, en bon investisseur immobilier, en bon promoteur, va chercher à avoir les taux d'intérêt les plus bas possibles pour emprunter, construire des projets d'infrastructure, racheter des entreprises et finir refinancer la dette américaine. Refinancer la dette américaine, c'est la raison annoncée officiellement. Officieusement, il y a tout un tas, à mon avis, de businessmen, etc., qui demandent des taux bas depuis un moment aux États-Unis. Bien sûr, on imagine effectivement que tous les grands entrepreneurs ont besoin de réinvestir. Et donc, plus l'argent est bon marché, plus on peut emprunter pour financer des projets, plus il est cher, moins effectivement on peut se développer. Effectivement, et c'est une des questions qui est soulevée. Qui va financer ce programme, ce projet? Effectivement, comme vous le dites, ce sont les investisseurs américains, mais alors toute la question était de savoir est-ce que les investisseurs étrangers allaient aussi en partie financer ce projet-là? Les investisseurs internationaux, toutes les personnes qui vont acheter de la dette américaine. Même si on sait quand même que peut-être les investisseurs japonais vont se tourner plutôt vers leur marché local, peut-être pareil pour les Européens, du coup par la force des choses, et c'est là que tout se met un peu en adéquation, en logique totalement analytique. C'est aussi en parallèle, Donald Trump a annoncé un assouplissement des règles du secteur bancaire, et notamment en revoyant à la baisse les ratios de liquidité et de solvabilité pour que les banques achètent justement des obligations américaines. Donc voilà, tout est en train de se mettre en place. Il n'est pas si fou que ça, Donald Trump. Il y a un vrai sujet, et vous faites bien de le souligner, c'est un sujet qui moi je sais, je suis issu du secteur financier, je suis au cœur dedans, et actuellement il y a un vrai sujet en Europe où les gens crient, que ce soit en Suisse ou en Europe en général, il y a un vrai sujet de compétitivité à l'échelle mondiale. Donald Trump, effectivement, il a réétabli ce qu'on appelait les espèces d'États. Alors en anglais, ils appellent ça, c'est les États tampons. D'accord, c'est des États qui existent aux États-Unis où vous avez une réglementation financière plus souple, des ratios, une opacité aussi des règles plus élevées. A contrario, en Europe, vous avez BAL 3, vous avez des ratios de capitaux qu'on vous demande qui sont supérieurs à l'industrie, et les banques françaises aujourd'hui, banques françaises, banques suisses, sont en train de crier en fait en disant écoutez, nous on n'est plus compétitifs sur le marché mondial, les banques américaines on leur demande moins de 15% ou moins, je sais plus, j'ai plus le chiffre exact, nous on nous demande beaucoup plus. On peut plus, on peut plus être compétitif, d'accord. Donc effectivement, il a fait un cadeau au secteur bancaire, mais j'ai même envie de vous dire, Louis-Antoine, ce n'est pas un cadeau, il s'est aligné sur les pratiques mondiales. C'est nous qui ne suivons pas en fait le jeu mondial. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous ne vivons plus en 1925. Le monde est globalisé. Vous prenez un avion pour 300 €, vous êtes à l'autre bout du monde. Les capitaux, c'est encore plus rapide à l'ère d'Internet. Donc il a compris en fait cet enjeu, et je pense que nous en Europe, nous devrions aussi potentiellement nous aligner, sinon les banques françaises et les banques suisses et les banques européennes en général vont tout simplement être rachetées par des banques américaines car elles seront en faillite. Eh bien écoutez, revoyons, attendons de voir un peu comment tout ça évolue, mais en tout cas du côté des États-Unis, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Les conséquences budgétaires, on les a vues, par la force des choses, ça va creuser le déficit, inévitablement. C'est ça va creuser le déficit, c'est tout un sujet, parce que il coupe les dépenses dans le social et dans les énergies renouvelables, c'est très bien, à la limite, j'ai rien contre ça. Le problème, c'est que le bilan final est déficitaire, donc on ne règle pas un problème, au final, on ne fait qu'ajouter du problème. Donc c'est effectivement un gros coup de com' électoral, en fait. En réalité, on en revient encore à ce et on verra quel est le résultat final. Un des gros points aussi qu'il faut noter, c'est qu'il s'est engagé dans un conflit militaire, c'est-à-dire qu'ils ont été bombardés l'Iran. C'est depuis Obama, il ne s'était plus passé grand-chose. Les États-Unis repartent un petit peu à l'autre bout du monde faire la guerre. Ça coûte très très cher de faire la guerre. Donc, à voir, mais les États-Unis sont en train de se lancer sur plusieurs projets. Je pense qu'ils jouent leur survie. Carrément. Ils jouent leur survie dans le sens où, sous l'ère de Biden, ils ont perdu une influence géopolitique mondiale. C'est plus personne ne respectait les États-Unis. Vous aviez des présidents étrangers qui venaient aux États-Unis faire leurs lois, etc. Bon, lui, il est en train d'essayer de rétablir l'ordre, mais ça demande beaucoup de travail, quoi. Ok, écoutez, on suit ça. Dernière question, Sylvain. Actuellement, l'Union européenne et les États-Unis négocient beaucoup sous le prisme du commerce. Comment ce texte peut marquer une rupture éventuelle dans les relations entre Washington et Bruxelles, selon vous?
Alors, les négociations sont en cours. Je crois qu'ils doivent se rencontrer dans pas trop longtemps, les représentants américains et les représentants européens. Bah, le grand problème, c'est que on est quand même assez dépendant des États-Unis, hein. On est très dépendant des États-Unis, donc je ne vois pas trop les leviers de négociation qu'auraient les Européens vis-à-vis des Américains, dans le sens où en fait on est totalement dépendant d'eux. Qui plus est, ils ont les moyens en plus de nous faire plier sur plusieurs choses, hein. Là, ils ont dévalué leur dollar, donc ils sont devenus plus compétitifs sur leurs exportations. Ils ont une énergie moins chère, donc ils attirent nos entreprises. Ça va être très compliqué. J'ai hâte de voir en fait quelles concessions on va devoir faire pour réussir. Mais à mon avis, on va devoir se coucher et acheter des produits américains pour éviter des droits de douane, hein. Je pense que c'est ce qui va se négocier. C'est donc une négociation à deux vitesses, en fait, en réalité. Je pense qu'il va falloir plier, hein, parce qu'il n'y a pas de levier de négociation. Je vois pas ce qu'on va réussir à leur imposer en fait. Très clair. Bah écoutez, alors si j'ai bien compris, ce sont des articles qui commencent à être publiés un peu à droite à gauche actuellement. Les négociations seraient en train d'aboutir, hein. C'est pour ça que Donald Trump a accordé un délai supplémentaire. C'est parce qu'en fait, on lui a conseillé de déplacer un peu le curseur, parce que notamment avec Bruxelles, c'est en train de se décortiquer, se détricoter. Rappelons quand même que les États-Unis l'Union européenne a 72 milliards d'euros de produits dans le viseur de produits américains dans le viseur qui pourraient être surtaxés. Donc pareil, Exactement. on joue quand même un peu à jeu Oui, égal oui, malgré tout. Ok, très clair. Bah écoutez, merci Sylvain d'avoir été Merci, avec nous ce Antoine. matin. Merci pour tout. Sylvain Le Ganadin, vous êtes fondateur d'Ultra Bourse et connu sous le nom de Tiger. À très bientôt, bonne fin de journée. Merci. Je vous en prie.